Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la valorisation des fast growers, c'est-à-dire à la valorisation des valeurs de croissance, et en particulier on va essayer de répondre à la question suivante, à savoir comment acheter les fast growers au bon prix. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais reprendre des éléments que j'ai présentés dans la précédente vidéo, dans laquelle je présentais 4 exemples de fast growers déterminés par certains ratios que je vais représenter très rapidement ici. Alors dans cette vidéo, j'avais mis en avant 4 fast growers, donc 4 valeurs de croissance, les entreprises Adyen, cotées aux Pays-Bas, l'entreprise Sartorius Stedim, cotée en France, l'entreprise ASML Holding, cotée aux Pays-Bas, et l'entreprise Soitec, cotée en France, donc toutes éligibles aux PEA. Alors ce que j'avais fait dans cette vidéo, et je mettrai un lien en haut à droite ici, c'est que j'avais mis en avant les ratios importants qui nous permettent de dénicher des fast growers. Alors j'avais mis en avant plusieurs éléments. Le premier élément, c'est les 3 ratios, en tout cas les 3 éléments mis en avant par Peter Lynch pour dénicher des fast growers, à savoir que idéalement le taux de croissance des bénéfices à 5 ans doit être compris entre 20 et 25% par an, que le ratio dette nette sur capitaux propres doit être inférieur à 50% et que l'entreprise doit être rentable, c'est-à-dire qu'elle doit enregistrer un résultat net strictement supérieur à 0. J'avais également expliqué qu'on peut utiliser la croissance du chiffre d'affaires comme proxy, et on peut voir ici que les croissances du chiffre d'affaires d'Adyen, Sartorius Stedim, ASML Holding et Soitec sont extrêmement importants, et donc c'est un bon proxy pour dénicher des valeurs de croissance de type fast grower. J'avais également mis en avant les ratios qui permettent de dénicher des entreprises possédant un avantage compétitif durable, donc ACD, à la Warren Buffett. Alors comment est-ce qu'on retrouve ces entreprises? De manière très simple, on regarde premièrement la marge brute des 5 dernières années, donc la marge brute moyenne des 5 dernières années, et on essaye de trouver des entreprises dont la marge brute est supérieure à 40% en moyenne au cours des 5 dernières années. On vérifie ensuite que l'avantage compétitif durable observé a priori se confirme au niveau de la marge nette. Donc là c'est pareil, on utilise la marge nette des 5 dernières années et on s'assure que cette marge nette soit strictement supérieure à 10% en moyenne au cours des 5 dernières années, donc 10% pour des entreprises françaises ou européennes et supérieur à 20% pour des entreprises américaines. Dernier point, j'avais mis en avant le Return on Equity, donc le rendement sur capitaux propres, et le ROIC, donc Return on Invested Capital, qui est le rendement sur capitaux investis. Et donc ces deux ratios, et en particulier le Return on Equity, sont de bons proxys pour savoir quel est le rendement espéré pour un investisseur. Donc pour faire simple, lorsqu'on voit un Return on Equity de 23,68% pour Adyen au cours des 5 dernières années, on peut penser qu'un investisseur peut espérer un rendement similaire, donc aux alentours de 23% par an, à condition bien entendu que les choses restent à l'identique, c'est-à-dire que l'entreprise continue à croître au même rythme. Comme on peut le voir ici, les fast growers ont généralement un return on equity supérieur à 20%. Attention cependant à bien prendre en compte le niveau d'endettement et donc l'effet de levier. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver des valeurs bancaires par exemple avec des return on equity supérieurs à 30%. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des entreprises qui utilisent énormément de dettes et donc un levier extrêmement important. Et donc il faut faire attention à ce genre d'entreprise. L'idée ici c'est de trouver des entreprises ayant un return on equity supérieur à 20% mais en dehors de l'industrie financière. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous présenter 2 approches qui permettent d'acheter les fast growers au bon prix. Alors la première approche consiste à acheter l'action lorsque le PEG ratio est strictement inférieur à 1. Je vais expliquer ce qu'est le PEG ratio. Alors comme on peut le voir en bas, il y a 2 façons de calculer le PEG ratio. Je vous rappelle que PEG ratio, ça veut dire PE to Growth Ratio, c'est-à-dire une comparaison entre le PER et le taux de croissance des bénéfices de l'entreprise. Alors on a une première façon de calculer le PEG ratio et certains analystes considèrent que la fair value de l'entreprise, donc la valeur juste de l'action, c'est lorsque le PER est égal au taux de croissance des bénéfices. C'est ce qu'on appelle le TTM PEG ratio, ce qu'on traduit en anglais par Trailing 12 Months PEG ratio. C'est ce qu'on appelle également en français tout simplement le PEG ratio. Il existe une deuxième façon de calculer le PEG ratio,
Et certains analystes considèrent que la fair value d'une entreprise, ou la valeur juste d'une action, c'est lorsque le PER futur est égal au taux de croissance des bénéfices futurs. Donc généralement on utilise les bénéfices futurs à 5 ans. C'est ce qu'on appelle le Forward PEG Ratio. Et c'est le PEG Ratio qui est utilisé par Peter Lynch. Alors le meilleur PEG Ratio des deux selon moi lorsqu'on se focalise sur des fast growers, c'est le Forward PEG Ratio, celui utilisé par Peter Lynch, et c'est celui que je vais utiliser dans cette présentation. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris les 4 entreprises que je présentais comme des exemples de fast growers dans ma précédente vidéo, donc Adyen, Sartorius Stedim, ASML Holding et Soitec. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai répertorié le prix par action que je suis allé récupérer sur Google Finance, le taux de croissance estimé du bénéfice par action, donc BPA, au cours des 5 prochaines années, le PER futur, donc le Forward PE, et donc j'ai ainsi pu calculer le PEG Ratio, ou en anglais le Forward PEG Ratio ici. Et donc une fois que j'ai calculé le Forward PEG Ratio, je suis en mesure de calculer le prix d'entrée idéal avec un PEG Ratio strictement inférieur à 1 et toute chose égale par ailleurs. Alors on va commencer avec l'action Adyen. On voit que le prix de l'action au moment où je tourne cette vidéo est de 1883 € par action. On voit que le taux de croissance estimé du BPA au cours des 5 prochaines années est de 43,90% par an. Et on voit que le Forward PE ou PER futur est de 369,71. Donc la première chose ici, c'est qu'on remarque que le PER futur ou le Forward PE est extrêmement important. On se rappelle que Peter Lynch n'aime pas investir dans des entreprises dont le PER est supérieur à 40. Ici, on est très largement au-dessus des 40. Donc comment est-ce que je retrouve mon Forward PEG Ratio ou mon PEG Ratio? Je prends tout simplement le PER futur qui est ici, 369,71, et je le divise par le taux de croissance estimé du bénéfice par action au cours des 5 prochaines années, donc taux de croissance estimé du BPA annuellement. Ce qui nous fait 369,71 divisé par 43,90, et ce qui nous donne un PEG Ratio de 8,42. Donc Peter Lynch nous conseille d'acheter lorsque le PEG Ratio est strictement inférieur à 1. On voit ici qu'avec un PEG Ratio de 8,42, un investisseur à la Peter Lynch n'aurait pas intérêt à rentrer sur le titre Adyen. Je vous rappelle également que Jim Slater, que j'ai évoqué dans la vidéo Investir comme Jim Slater, je mettrai un lien en haut à droite ici, lui favorisait plutôt les PEG Ratio inférieurs à 0,66 pour les small et mid cap. Donc lorsqu'on a une small et mid cap, on peut se focaliser sur des PEG ratio inférieurs à 0,66. Pour des large cap, on va plutôt avoir tendance à se focaliser sur des PEG ratio inférieurs à 1. Donc Adyen apparaît extrêmement cher ici, et donc on peut calculer un prix d'entrée idéal tout simplement en prenant le cours de bourse actuel et en le divisant par le PEG Ratio, donc le Forward PEG Ratio que j'ai calculé ici. Ce qui nous donne 1883 € par action divisé par 8,42, et ce qui nous fait un prix d'entrée idéal sur Adyen de 223 €. On se rend compte ici que le prix par action d'Adyen est extrêmement élevé par rapport au prix d'entrée idéal. Autrement dit, il faudrait une baisse de cours d'environ 85% pour atteindre ce prix d'entrée idéal, et donc ça veut dire que potentiellement le cours d'Adyen est extrêmement bien valorisé en ce moment. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on ira chercher les 223 €, mais ça veut tout simplement dire que lorsqu'on rentre sur Adyen à ce prix, potentiellement on surpaye le titre au vu de son potentiel de croissance. Alors j'ai fait la même chose sur Sartorius Stedim, je vous laisserai regarder les chiffres en détail. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a un PER futur, donc un Forward PE de 73,67, ce qui est énorme, et on peut voir que le Forward PEG Ratio est ici de 6,70, avec un prix d'entrée idéal à 53 €. Encore une fois, le titre Sartorius Stedim apparaît très bien valorisé en ce moment. J'ai fait la même chose pour ASML Holding, donc on voit que le prix par action est de 499 €. On voit que le PER futur, donc le Forward PE est de 37, donc là Peter Lynch ne tiquerait pas par rapport à ce PER. Il pourrait encore considérer cette action, et on voit que le PEG Ratio, ou Forward PEG Ratio, est ici de 1,84. Alors on est encore un peu élevé par rapport à un PEG Ratio idéal strictement inférieur à 1. Pour autant, le titre ASML Holding apparaît moins surévalué que les titres Adyen, Sartorius Stedim et Soitec. On voit enfin que le prix d'entrée idéal serait de 271 €. Enfin, on termine avec Soitec, donc prix par action 169 €. On voit que le
PER futur ou Forward PE de 125, ce qui est là encore extrêmement élevé, au vu de la croissance estimée du BPA au cours des 5 prochaines années de seulement 10%. On voit par ailleurs que le PEG ratio ou Forward PEG ratio de Soitec apparaît à 12,50, ce qui est absolument stratosphérique. Et on voit donc que le prix d'entrée idéal serait d'environ 13 € pour un cours de bourse actuel de 169 €. On voit donc que le titre Soitec apparaît très bien valorisé en ce moment. Et donc la conclusion ici que je donnerai, c'est que les titres Adyen, Sartorius Tedim et Soitec sont potentiellement survalorisés en ce moment et peut-être même très survalorisés en ce moment. Le titre ASML Holding apparaît lui beaucoup moins survalorisé. Alors il est légèrement survalorisé, mais il n'est pas forcément le titre le plus cher parmi les 4. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter les deux façons de calculer le PEG ratio en détail en vous donnant l'exemple de Microsoft. Donc je suis allé récupérer des données concernant le titre Microsoft. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les deux manières de calculer le PEG ratio. Donc on va commencer par le Trailing 12 Months PEG ratio, donc TTM PEG ratio, qui se calcule de la manière suivante, à savoir on prend le PE ratio et on le divise par l'earnings per share this year. Et donc je vais chercher mon PE ratio ici, 35,22, je le mets ici, et je le divise par earnings per share this year, c'est ce que j'ai ici. Donc la croissance du bénéfice par action cette année, 13,40%, et ceci nous donne un résultat de 2,63. C'est-à-dire que le PEG ratio, ou ce qu'on appelle également le Trailing 12 Months PEG ratio, donc le PEG ratio à 12 mois est de 2,63, largement au-dessus des 1, et donc on peut penser ici que le titre Microsoft est très bien valorisé. Deuxième façon de calculer le PEG ratio, on calcule le Forward PEG ratio, donc c'était le PEG ratio utilisé par Peter Lynch. C'est ce que je vais faire ici, donc Forward PEG ratio égale Forward PE sur Earnings per share next 5 years, et donc je reprends ces deux éléments, ce qui nous donne 29,28 divisé par 16,70, ce qui nous fait un Forward PEG ratio de 1,75. Et comme on peut le voir ici, le Forward PEG ratio est inférieur au PEG ratio. Il est préférable, je pense, d'utiliser le Forward PEG ratio pour prendre en compte la croissance estimée des prochaines années. Pourquoi? Parce qu'en bourse, ce qu'on cherche à faire, c'est se focaliser sur le futur et non se focaliser sur ce qui s'est déjà passé. Et donc il est préférable d'utiliser un Forward PEG ratio en lieu et place d'un PEG ratio. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai rayé le PEG ratio qui est proposé par Finviz. Pourquoi? Parce qu'il est incorrectement calculé, c'est-à-dire que Finviz fait un mélange des deux, c'est-à-dire qu'ils prennent le PE ratio et ils le divisent par Earnings per share next 5 years, et donc ils font un mélange du Trailing 12 Months PEG ratio et du Forward PEG ratio, ce qui est à mes yeux incorrect. Alors je vous ai mis quelques exemples ici. On va retrouver en haut le graphique, donc le cours de bourse d'une entreprise, et on va retrouver en bas l'évolution du PEG ratio de cette entreprise. Alors vous voyez ici que je n'ai trouvé que le Trailing 12 Months PEG ratio. Je l'ai superposé au cours de bourse pour voir un petit peu ce qui pouvait se passer lorsqu'on achetait une action au bon prix, c'est-à-dire lorsqu'on achète l'entreprise au moment où le PEG ratio est strictement inférieur à 1. Donc je vous ai mis le cas d'Apple ici. On peut voir ici que le PEG ratio était inférieur à 1 en 2016. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que si on avait acheté du Apple alors que le PEG ratio était inférieur à 1, ou alors ici égal à 1, on aurait pu avoir du Apple à environ 30 $ par action. On voit que le cours de bourse d'Apple ensuite est passé de 30 $ par action à 120 $ par action, et donc Apple est un cat bagger au cours des 5 dernières années. On voit bien entendu qu'ici le PEG ratio est monté jusqu'à 3,5, donc ça c'était en 2020 avec un PEG ratio à 3,5, et donc on peut penser que le titre est très bien valorisé en ce moment, pour ne pas dire trop bien valorisé. J'ai fait la même chose sur le titre Monster Beverage, donc une très belle entreprise américaine avec un très beau taux de croissance des bénéfices. On voit ici qu'en 2008 le PEG ratio était inférieur à 1, à 0,80. On voit ici que si on avait acheté le cours de bourse de Monster Beverage, on aurait pu avoir celui-ci aux alentours des 5-10 $, et on voit que le cours de bourse est passé depuis de 5-10 $ à 91 $, et donc que Monster Beverage est un 10 bagger sur la décennie dernière.
Je vous ai mis enfin un dernier exemple sur Microsoft. Donc là c'est pareil, je me suis amusé à regarder quand le PEG ratio était inférieur à 1. On voit que c'était le cas en 2011 et donc on aurait pu acheter du Microsoft en 2011 à environ 25 $ par action. Et là encore une fois, on voit que Microsoft est passé de 25 $ par action en 2011 à 236 $ par action en 2021. Et donc Microsoft est un debugger au cours de la dernière décennie. Alors bien entendu, lorsqu'on achète une action avec un PEG ratio au-dessus de 1, ça ne veut pas dire que le cours de bourse ne peut pas monter, c'est ce qu'on voit ici. On est à 1 ici à nouveau, vous voyez en 2013, donc 2013 on est par ici. On voit que le PEG ratio augmente année après année entre 2013 grosso modo et 2020. La question c'est est-ce que d'acheter lorsque le PEG ratio est à 1,6 ou 1,8 est une mauvaise chose? On voit que pas forcément puisque le cours de bourse continue à monter. La seule chose que l'on sait c'est lorsque le PEG ratio sur ce genre d'entreprise, donc très belle entreprise avec un taux de croissance des bénéfices relativement important, on sait que lorsqu'on achète autour de 1, c'est-à-dire lorsque le PEG ratio est autour de 1 ou inférieur à 1, on sait qu'a priori on ne surpaye pas l'entreprise et donc on ne devrait pas connaître de déconvenus en tant qu'investisseur sur cette valeur ou ce genre de valeur. Bien entendu, lorsqu'on achète un fast grower, le but c'est d'acheter celui-ci au bon prix et ne pas forcément surpayer l'action. Et donc à la question est-ce que j'aimerais acheter du Microsoft aujourd'hui à un PEG ratio de 2,69, la réponse est pas forcément. Pourquoi? Parce que l'upside sur le PEG ratio est relativement limité à ce stade. En revanche, lorsque vous achetez une entreprise donc de type fast grower à un PEG ratio inférieur à 1, l'upside est relativement important et donc vous allez pouvoir bénéficier d'une réappréciation des multiples au cours du temps si la croissance de l'entreprise se poursuit ou accélère. Alors bien entendu, il ne faut pas uniquement utiliser le PEG ratio, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'on doit regarder les différents critères qui permettent d'identifier des fast growers, donc ça c'était l'objet de ma précédente vidéo. Ensuite, il faut regarder le PEG ratio, on peut regarder également le forward PE, regarder un petit peu où il se situe par rapport au forward PE historique, et puis on peut regarder d'autres critères de valorisation qui peuvent nous permettre de déterminer si une entreprise est à un cours intéressant ou non. Alors il existe une deuxième approche et cette approche consiste à acheter lorsque le prix de l'action est strictement inférieur au DCF, c'est-à-dire à la valorisation estimée de l'action au travers d'une méthode DCF ou d'une approche DCF. Alors, je ne vais pas rentrer dans la méthode DCF ici, c'est pas le but. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que sur certains screeners, on peut trouver la valorisation par DCF. Donc, c'est le cas sur le site unclestock.com, qui est le screener payant que j'utilise moi-même. Donc, on a ici une valorisation des free cash flow par méthode DCF. Alors, j'ai fait une erreur ici, j'ai mis DFC, c'est DCF, bien entendu. Donc, Discounted Cash Flow Method, basé sur les free cash flow. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait la somme de tous les free cash flow futurs de l'entreprise et puis on les actualise pour estimer la valeur actuelle ou la valeur intrinsèque de l'entreprise. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment fonctionne l'approche DCF, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ce que je vais faire ici, c'est tout simplement comparer le prix de l'action au DCF, donc au prix DCF, donc c'est-à-dire à la valeur intrinsèque de l'entreprise telle que calculée au travers d'un DCF. Alors on commence avec l'action Adyen, on voit que le prix de l'action est de 1883 € par action et que la valeur intrinsèque de l'entreprise basée sur un DCF est de 218 €. À la question la valorisation est-elle attractive? La réponse est bien entendu non. Comme je l'ai mis ici, l'idée est bien d'acheter lorsque le prix est strictement inférieur à la valorisation par DCF. Allez, on continue avec Sartorius Stedim, donc on voit que le prix par action est de 359 €, on voit que la valorisation DCF est de 33 €. À la question, la valorisation de Sartorius Stedim est-elle attractive? La réponse est bien entendu non. On fait la même chose pour ASML Holding, prix par action 499 €, valorisation DCF 95 €. À la question, la valorisation d'ASML Holding est-elle attractive? La réponse est là encore non. Enfin, on termine par Soitec, prix par action 169 €, valorisation DCF 0 €. Alors là, il faudrait un peu creuser pour savoir pourquoi unclestock.com nous donne une valorisation DCF de 0 €, ça me paraît un peu bizarre. À la question, la valorisation est-elle attractive? La réponse est non a priori, mais bien entendu, il faudrait creuser le résultat ici.
Donc ici l'idée est toute simple, l'idée est d'acheter lorsque le prix est strictement inférieur à la valorisation DCF, et je vais vous présenter deux exemples qui nous montrent comment procéder. Donc je vous ai mis ici un exemple sur le titre Apple. On voit ici l'évolution du cours de bourse d'Apple et on voit qu'ici, lors du crack de mars 2020, le cours d'Apple est descendu à 46 $ et donc à comparer à un DCF, à une valorisation DCF de 57 $. Et donc ce cours de bourse de 46 $ était une opportunité pour entrer sur le titre Apple, puisque le cours de bourse d'Apple était très largement inférieur au DCF, ou en tout cas la valorisation du titre Apple par méthode DCF. Ce qui veut dire que mécaniquement, lorsqu'on va avoir un cours de bourse inférieur à la valorisation DCF d'un titre, on va retrouver des investisseurs qui vont se réintéresser au titre et donc le titre va remonter ensuite. La même chose sur le titre Alphabet, donc Google, on voit que au cours du crack du mois de mars 2020, le cours d'Alphabet était à 858 $, à comparer à une valorisation DCF de 905 $ par action. Et donc ici on avait une belle opportunité aussi pour pouvoir rentrer éventuellement sur le cours d'Alphabet ou sur le titre Alphabet. Donc pour résumer très rapidement ce que j'ai présenté dans cette vidéo, on a deux types d'approches pour acheter des fast growers au bon prix. La première, c'est d'utiliser le PEG ratio et si possible le forward PEG ratio, c'est-à-dire le PEG ratio utilisé par Peter Lynch. Et donc l'approche consiste à acheter lorsque le PEG ratio est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire que le PER est en ligne, en tout cas le PER futur est en ligne avec le taux de croissance estimé des bénéfices à horizon 5 ans. La deuxième approche, on vient juste d'en parler, cette approche consiste à entrer sur un titre lorsque le cours de bourse est strictement inférieur à la valorisation DCF. C'est ce qui s'est produit sur les titres Apple et Alphabet au cours du mois de mars 2020. Alors bien entendu, il existe d'autres approches, dont une approche technique qui consiste à utiliser des moyennes mobiles exponentielles. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est vraiment me focaliser sur deux méthodes extrêmement simples qui peuvent permettre de rentrer à bon prix sur un fast grower sans surpayer ce titre. Alors bien entendu, comme j'en ai parlé, c'est pas parce qu'on achète au-dessus de la valorisation DCF ou qu'on achète lorsque le PEG ratio est largement au-dessus de 1 qu'on fait forcément une mauvaise affaire. L'idée ici, c'est simplement de vous montrer deux approches qui permettent de ne pas surpayer un titre. Bien entendu, c'est pas parce qu'on surpaye un titre que ce titre ne peut pas continuer de monter pendant X années derrière. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on appelle la méthode GARP, c'est-à-dire Growth at a Reasonable Price, c'est-à-dire de ne pas surpayer la croissance élevée d'une entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.